BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Allez, vous avez décidé cette semaine de commencer par vous intéresser au développement des avions de combat chinois. Oui, lors de son discours inaugural du 16 octobre devant le congrès du Parti communiste, le président chinois Xi Jinping a avancé un impératif de création d'une armée de classe mondiale. On a un aperçu de cette ambition sous un aspect industriel, stratégique, avec ce document rédigé sous la direction de Gu Songfen. C'est le membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de l'ingénierie chinoise, un très grand spécialiste de l'industrie de l'aviation militaire. Il y a là une récente traduction en anglais de ce texte le plus complet connu dans les limites du secret défense, bien entendu, sur le développement du projet d'avion de chasse chinois, dit de 5e génération, baptisé depuis Jian 20, qui veut dire anéantissement 20. La version originale de ce document date en fait de la fin des années 1990, début des années 2000. On y voit alors toute une volonté de réduire l'écart, je cite, avec les progrès américains et russes qui formaient là les deux balises à suivre. Il était alors requis de viser une capacité de furtivité comparable à celle du F-22 des États-Unis, développer des moteurs à la hauteur, une manœuvrabilité d'ordre supérieur, un grand rayon opérationnel, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. On a ensuite les critères industriels de fabrication et un calendrier très précis à 15 ans dans un document censé mener jusqu'à 2021 en fonction des plans quinquennaux propres au système marxiste-léniniste. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer sur BFM Business que tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Somme toute, il n'y a là rien d'exceptionnel à la mesure d'un programme d'armement d'une telle envergure. La motorisation notamment a posé problème. Il a fallu solliciter une fois encore la Russie. Mais ce document de l'intérieur, dont la revue de Diplomate, qui est basée à Tokyo, a publié aussi la version originale, demeure particulièrement instructif au regard de l'histoire militaire contemporaine. Ah, vous vous intéressez, Benahouda, ensuite à l'expérience des classes ouvrières avec la gauche au pouvoir en Amérique latine. Oui, alors on sait que le second tour de la présidentielle au Brésil va avoir lieu le 30 octobre, Ouais. Avec une possible victoire sur le fil du chef du Parti des travailleurs, Lula Inácio da Silva. Qu'est-ce que les classes ouvrières ont en fait obtenu ou non lorsque la gauche est au pouvoir en Amérique latine? La vague rose, est-il écrit ici. Cet ouvrage de recherche très épais, très fourni, du Centre d'études pour le développement du travail et de l'agriculture, le CEDLA à La Paz, en Bolivie, s'appuie sur l'expérience bolivienne. Le document, qui s'appuie sur vraiment beaucoup de sources, traite plus particulièrement des évolutions dans deux villes du temps du gouvernement d'Evo Morales, qui a été au pouvoir. C'est le président du mouvement pour le socialisme de 2006 à 2019. L'angle d'analyse est a priori tout à fait favorable, comme le titre l'indique, sans pour autant occulter ce qu'il est advenu. Et c'est à travers toute une démonstration que l'on saisit ici l'importance fondamentale d'une analyse non pas à l'échelle d'un État ou d'un continent, mais de territoire, de localité. Et cette transformation supposément par le bas qu'a voulu le mouvement pour le socialisme n'a pas été le même à Santa Cruz et à El Alto, qui sont les deux villes les plus peuplées du pays. À Santa Cruz, les relations pragmatiques, verticales, je cite, des catégories ouvrières avec l'État, se sont traduites par une continuité en fait par rapport au précédent pouvoir de droite. Elles n'ont jamais été capables, je cite, encore d'une mobilisation indépendante, et à cet égard, Santa Cruz est restée à l'écart de ce mouvement. Alors qu'à El Alto, les catégories ouvrières étaient au préalable hautement mobilisées, indépendantes, mais le gouvernement a fini là aussi par intégrer leur organisation sociale locale, originale, pour les fondre dans la structure de l'État. L'État prend le dessus sur le mouvement ouvrier, quelle que soit la forme du pouvoir en place. Ce qui n'a pas empêché que la précarité, l'informalité et la pauvreté aient persisté, je cite toujours, pour une bonne partie de la classe laborieuse d'El Alto. Ah, passionnant de descendre à ce niveau concret d'expérience. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Benahouda, en milieu de vie dans les nations riches? Alors, ce n'est pas un texte comme tant d'autres qu'on peut voir dans les magazines sur une perception de l'ère du temps, mais vraiment une recherche effectuée par une demi-douzaine de professeurs d'économie aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, en s'appuyant sur des données très précises de panels portant sur environ 1,5 million de personnes vivant dans les pays membres de l'OCDE. C'est vous dire
on a une base sérieuse. Ouais. Alors, que nous décrit ce travail? C'est un panorama qui montre une incontestable détérioration globale de cette crise spécifique du milieu de vie. Les personnes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, se révèlent de plus en plus sujettes en proportion à une hausse du stress au travail, à des maux de tête, de la dépression, de la dépendance à l'alcool et aux pensées suicidaires. C'est à 45 ans que, semble-t-il, le niveau le plus élevé d'anxiété au travail se manifeste, avec une tendance à ce que cet âge recule de plus en plus. Donc on est au milieu de vie de plus en plus tôt en réalité. Et dans cette recherche, on peut voir que la contrainte mentale dans ces nations riches touche un pic en milieu de vie, indépendamment de la nationalité, de la situation familiale, mais aussi, c'est très important et c'est souligné, du niveau de revenu. En clair, l'argent ne fait pas le bonheur, semble-t-il. Bien entendu, le constat est à affiner en lisant le texte, mais c'est vraiment frappant. Osea Guintela et ses co-auteurs jugent que la gravité de ce problème du milieu de vie, un problème sociétal fondamental, n'a pas été saisi par les décideurs de ce monde, où ces adultes, écrivent-ils, résident dans certains des pays les plus sûrs et vivent, je cite, à l'ère la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Juste une question, Benaouda, on ne parle que de la vie au travail ou bien ça intègre aussi ça intègre l'ensemble la vie personnelle ça intègre la vie personnelle, la vie au travail et plus particulièrement l'effet du stress au travail sur la vie personnelle. Eh ben, passionnant, passionnant. Merci beaucoup Benaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.